Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. 130 morts et près de 400 blessés. C'est le dernier bilan des attaques terroristes à Bombay. Parmi les victimes, un couple de Français qui étaient les fondateurs de la marque Princesse Tam Tam. Les autorités indiennes ciblent la filière islamiste pakistanaise. L'Airbus A320 qui s'est abîmé en mer hier soir au large du Canet en Roussillon a été localisé. Les recherches se poursuivent afin de retrouver le corps de 5 personnes toujours portées disparues. On ignore encore l'origine du crash de cet avion qui effectuait un vol d'essai. Nous reviendrons sur plusieurs propositions d'experts visant la justice des mineurs avec cette question. À quel âge peut-on être responsable pénalement? Comment endiguer la crise après le krach financier? Comment juguler le krach social annoncé? Les chiffres du chômage sont inquiétants. Le président de la République présentera un plan de relance de l'économie la semaine prochaine. 300 tonnes de soja retirées du marché, il était en provenance de Chine. Les autorités ont découvert un taux de mélamine 50 fois supérieur à la norme autorisée. Et puis musique à la fin de ce journal avec Véronique Sanson qui s'apprête dans quelques jours à remplir l'Olympia. Elle sort l'intégrale de sa discographie, 40 ans après ses débuts, sa vie, ses excès, ses envies. Véronique Sanson, indémodable, sera notre invitée tout à l'heure. Merci d'être avec nous et on commence ce journal par l'épilogue dramatique de l'attaque terroriste qui a touché plusieurs cibles dans la ville de Bombay en Inde. 2 grands hôtels, un centre culturel juif ont été entre autres visés par des extrémistes islamistes. Le dernier bilan fait donc état de 130 victimes. Parmi elles, je vous le disais en titre, un couple d'entrepreneurs français. On fait le point ce soir sur ces attaques avec Arnaud Boutet. À l'annonce de la victoire militaire, la foule hurle sa joie et fête ses soldats, sacrés véritables libérateurs. Après 45 heures de tension, le centre juif de Bombay vient d'être libéré à coups d'explosifs et de tirs nourris. L'assaut va durer des heures et s'achever dans le sang. Les terroristes lancent une grenade sur les otages. Bilan 6 tués, 5 Israéliens et un rabbin américain. Les attentats ont causé la mort d'au moins 17 étrangers. Parmi eux, ces 2 Français. Le couple vivait en Inde. Elle, Lumia Iriji, était connue en France pour avoir créé la marque de sous-vêtements Princesse Tam Tam. Mercredi soir, elle dînait au restaurant de l'hôtel Oberoi avec son mari. C'est ici que les terroristes ont d'abord ouvert le feu. Aujourd'hui, tous les otages de l'Oberoi viennent de retrouver la liberté. Mais les autorités le confirment, il y aurait de nombreuses victimes. Nous avons découvert 24 corps dans l'hôtel. Certains ont été trouvés hier. Le bilan peut encore évoluer. Les terroristes connaissaient l'hôtel. Selon les commandos, ils y avaient même stocké des munitions. Ils ne portaient aucun masque pour se cacher. Ils avaient de simples t-shirts. Ils n'étaient pas vieux. Ils avaient moins de 30 ans. À 1 kilomètre de là, devant l'hôtel Taj Mahal, la bataille n'en finit pas. Personne ne sait combien il reste d'assaillants et d'otages à l'intérieur. Il règne dans ce quartier la plus grande confusion. Ce soir, les autorités tentent de dégager les corps du bâtiment. Le bilan officiel est de 130 morts, mais beaucoup parlent déjà de plus de 160. Et direction Bombay où nous retrouvons Arnaud Miguet. Bonsoir Arnaud. Alors est-ce qu'on en sait un peu plus sur les assaillants? En tout cas, une chose est sûre, Bombay montre du doigt pour le moment le Pakistan. Oui, évidemment, ce soir ici, tout le monde a la même question en tête. Qui est derrière cet attentat sans précédent sur le sol indien? Vous savez, l'Inde est tristement habituée au terrorisme islamiste. L'année dernière, 2300 personnes ont péri dans des attentats. Le dernier attentat en date, c'était au mois d'octobre. Il y a eu des attentats à Delhi au mois de septembre et même à Jaipur en mai. Mais là, ce qui est différent, c'est le mode opératoire des jeunes très bien organisés, très bien entraînés, très bien armés, qui auraient eu des plans de la ville, qui auraient eu des plans des hôtels. Et selon les autorités indiennes, il aurait fallu au moins 6 mois pour préparer une telle action. Alors bien évidemment, dès le départ, comme vous le savez, nous l'avons dit, un groupe indo-indien a réclamé la responsabilité de ces attentats, les Moudjahidines du Décan. Mais tout de suite, le Premier ministre et le gouvernement indien ont, eux, pointé du doigt le Pakistan, l'ennemi héréditaire, qui évidemment nie toute implication. Pour
pourtant le mode opératoire ressemble beaucoup à un groupe extrémiste pakistanais qui opère surtout au Cachemire. Vous savez que c'est un grand point de dispute entre l'Inde et le Pakistan. En tout cas, ce soir, vu l'identité des terroristes, puisque certains seraient d'origine pakistanaise, deux auraient même un passeport britannique, mais seraient d'origine pakistanaise, tout le monde pense ici que ces attentats ont véritablement une ramification internationale de type Al-Qaïda. Merci Arnaud. On va suivre maintenant votre reportage. Vous avez suivi aujourd'hui quelques-uns des ressortissants français qui se trouvaient sur place. Parmi eux, 15 membres d'équipage d'Air France qui étaient dans l'un des hôtels attaqués. Image signée Fabrice Launay sur place. À l'hôtel Taj Mahal, c'est toujours la guerre, le champ de bataille. Mais a priori, plus d'otages dans ce palais qui portera longtemps les stigmates de ces attentats. Non loin de là, le soulagement pour ceux qui sont libérés. C'était ce matin dans l'autre hôtel assiégé de Bombay, le Trident Oberoi, un hôtel de luxe où les équipages de compagnies aériennes ont l'habitude de descendre. Celui d'Air France, après 48 heures, sort enfin. Est-ce que vous avez le droit de nous parler? Non, non, rien à dire, monsieur. Et on est resté calfeutrés dans les chambres, puis voilà. Je crois que c'est tout ce qui est le plus humain, de se sentir soulagé après ça. Soulagés, les 15 hôtesses et stewards d'Air France, pressés d'échapper à cet enfer. Ils sont d'ailleurs décollés ce soir en route pour Paris. 11 autres Français sortis d'affaires sont pris en charge par les autorités consulaires et diplomatiques. Le reste de nos compatriotes qui ont souhaité partir est raccompagné en France dans un avion que le gouvernement français met à leur disposition, qui est arrivé il y a quelques heures. Pendant qu'on égrène au haut-parleur le nombre de rescapés, les familles ou proches attendent au pied de l'hôtel, dans l'angoisse. Nous attendons un ami très cher qui est retenu en otage depuis avant-hier. Et nous n'avons aucune nouvelle, rien du tout le concernant. L'épilogue semble proche dans cet hôtel en tout cas. Les ressortissants français repartiront dans la nuit pour l'Hexagone, 48 heures après le début du cauchemar. Voilà pour ce drame en Inde ce soir. Dans l'actualité aujourd'hui en France, la carcasse de l'Airbus A320 qui s'est abîmée en mer hier au large du Canet-en-Roussillon a été localisée. Elle repose par 35 mètres de fond et des plongeurs de la Marine nationale devaient effectuer des recherches sur l'épave. Le bilan fait état de 2 morts et de 5 disparus. Cet avion, en révision, effectuait un vol d'essai. Sur place, Véronique Gaglione et Olivier Combes. C'est un des plus gros débris de l'A320. L'appareil a littéralement explosé au contact de l'eau. Et aujourd'hui, malgré la houle, des bouts de carlingue éparpillés sur plusieurs kilomètres, entre 30 et 40 mètres de fond, on vient juste de localiser les boîtes noires. Les techniciens pourront reconstituer le puzzle de l'avion. Donc au-delà des informations contenues dans les boîtes noires, on disposera également d'éléments matériels. Imaginons qu'il y ait une pièce qui a mal fonctionné, on pourra peut-être le retrouver, les enquêteurs le retrouveront peut-être. Les secours n'ont repêché que 2 corps, mais il y avait 7 personnes à bord de l'A320, équipage et techniciens, allemands et néo-zélandais. L'avion venait d'être vendu, il achevait précisément son vol d'acceptance. Après une dizaine de jours de travaux de peinture ou immatriculation, des réparations mineures selon le centre de maintenance qu'il venait de quitter. Les opérations qui ont été faites ne nécessitaient absolument pas de vol d'essai. Aucun élément important de l'avion n'a été contrôlé ou vérifié. Simplement, les opérations étaient tout à fait normales. L'avion n'a pas émis de message d'alerte, en tout cas entendu par la tour de contrôle, et qu'à un moment, il semble qu'au moment où il était en descente, pour toucher les pistes, l'aéroport de Perpignan-Rivesaltes, il est à ce moment-là brutalement remonté, de quelques centaines de pieds. L'appareil allemand était récent et visiblement entretenu. Sur 3500 A320 en service, on aurait dénombré 5 accidents en 20 ans. Airbus veut croire que son modèle vedette n'est pas en cause. Drôle d'ambiance aujourd'hui au Palais de justice de Paris, ambiance tendue, et cela alors que la Chambre d'instruction examinait la demande d'une remise en liberté de 4 des personnes soupçonnées, vous en souvenez, d'avoir saboté les lignes SNCF. Sur place, on retrouve Sophie Rodier et Virginie Travers.
Un petit problème de sujet. Alors justice toujours avec cette décision. La Cour d'appel de Paris a estimé aujourd'hui que la poupée vaudou à l'effigie de Nicolas Sarkozy constituait une atteinte à la dignité du chef de l'État. Elle infirme donc la décision de première instance. La poupée n'est cependant pas interdite. Une mention de la condamnation devrait apparaître sur son coffret de mise en vente. On revient tout de suite sur la drôle d'ambiance aujourd'hui donc au palais de justice de Paris, ambiance tendue, et cela alors que, je vous le disais, la chambre d'instruction examinait la demande de remise en liberté des 4 personnes, vous vous en souvenez, d'avoir saboté des lignes SNCF. Une cinquantaine de manifestants étaient venus soutenir cette demande de remise en liberté. Sur place, Sophie Rodier et Virginie Travers. Un déploiement de sécurité impressionnant aux abords du palais de justice de Paris. Devant la salle d'audience, un double cordon de sécurité. Face aux gendarmes, une cinquantaine de manifestants. Ils sont venus soutenir la demande de mise en liberté de 4 militants de l'ultra-gauche soupçonnés d'avoir saboté des lignes TGV. Très vite, la manifestation dégénère. Échange musclé avec les forces de l'ordre. En une demi-heure, le groupe est évacué du palais de justice. Dans la foule, le père de Julien Coupat. Son fils est dépeint comme le chef de ce groupuscule que la justice qualifie de terroriste. Les jeunes, ils veulent vivre autrement, mais c'est leur seule faute, c'est ça. Ils n'ont pas de sang sur les mains, ils n'ont rien. Et ça fait 15 jours qu'ils sont en prison. À l'audience, le parquet général s'est opposé à la remise en liberté des 4 militants. Leur avocate reste néanmoins confiante. Sur un dossier où les charges sont plus que ténues, pour ne pas dire nulles, aucun de ces jeunes ne devrait aujourd'hui être en détention. Les juges se sont donnés jusqu'à mardi pour décider de la mise en liberté ou non des 4 militants. En bref, un homme blessé par balle a été retrouvé mort à Montataire dans l'Oise. Peu de temps auparavant, un gendarme avait tiré au moins à 2 reprises sur une Renault Mégane avec 3 hommes à son bord. L'enquête devra déterminer le lien qu'il y a ou non entre la victime et cette course-poursuite. C'est un serpent de mer pour les différents gouvernements depuis des années, notamment pour le ministère de la Justice. La question de la délinquance des mineurs est encadrée par une vieille ordonnance qui date de 1945, plusieurs fois amendée, mais jamais vraiment réformée. 70 propositions seront faites dans quelques jours à Rachida Dati via une commission. On en connaît déjà les grandes lignes avec notamment cette mesure, la possibilité d'incarcérer des mineurs dès l'âge de 12 ans. Aurélia Guimin et Diane Richard pour les explications. Si vous ne stoppez pas maintenant les infractions, vous savez aussi qu'on peut aller en prison. La prison pour les mineurs, mais à partir de quand? L'âge minimum fixé en France à 13 ans pourrait passer à 12 dans les cas d'affaires criminelles et quand le mineur a mis toutes les peines alternatives en échec. Il ne s'agit pour l'heure que d'une proposition, mais elle provoque déjà de vives réactions. Moi qui ai eu l'occasion professionnellement de voir des enfants de 13 ans et quelques semaines en prison, je peux vous assurer que ce sont des enfants déboussolés, ce sont des enfants perdus. Et si par malheur, eh bien, ils acquièrent des repères en prison, c'est pire que tout. C'est-à-dire que leurs repères vont être carcéraux. Vous imaginez ensuite pour trouver sa place dans la société. D'autant que les crimes commis par les moins de 13 ans sont extrêmement rares, moins de 10 par an. En revanche, les délits commis à cet âge augmentent. On en recensait 870 en 2002, il y en a 1950 aujourd'hui. La délinquance des mineurs continue de progresser, mais surtout, elle se rajeunit. Alors que la délinquance diminue, la délinquance des mineurs, on a du mal à la faire diminuer de manière substantielle. Donc il est important d'avoir un texte adapté. La commission chargée de réformer la justice des mineurs a fait au total 70 propositions qui préconisent notamment d'accélérer les procédures et de redéfinir le rôle des juridictions des mineurs. Le tout rassemblé dans un tout nouveau code qui remplacerait l'ordonnance de 1945. Certains s'inquiètent de voir le répressif supplanter l'éducatif. Il n'était pas question de revenir sur les principes fondateurs de cette ordonnance et à aucun moment, aucun des membres de la commission n'a eu le souhait, même mineur, de revenir sur ces grands principes. Les propositions seront officiellement présentées mercredi à la garde des Sceaux. Rachida Dati devra dire ce qu'elle en retient. Un Eurostar Londres-Paris est tombé en panne dans le tunnel sous la Manche cet après-midi. Au final, 5 heures de retard pour les 530 passagers. L'incident a provoqué des perturbations sur l'ensemble du trafic. Aujourd'hui, écoutez quelques voyageurs interrogés par Romain Boutilly. On est resté bloqué 2 heures sous le tunnel sous la Manche. Ils ont coupé l'électricité, il n'y avait pas de clim, on était dans le noir, il faisait très très chaud.
Et après, on a été bloqué sur Calais, sans information. On nous a rien dit, mais à l'approche du tunnel, on s'est bien assuré qu'on était dans le tunnel avant de nous dire on aura du retard, un petit peu de retard, beaucoup de retard, pas beaucoup de retard. Qu'est-ce qu'il y a eu enfin bon. Dans un instant à suivre dans votre journal, les questions autour d'un krach social après le krach financier. Quels pourraient être les chiffres du chômage pour 2009? 300 tonnes de tourteaux de soja importés de Chine à la poubelle, nous verrons pourquoi. Et puis Véronique Sanson revient sur scène. Elle sort dans quelques jours une anthologie. Elle est notre invitée ce soir. Mais avant cela, la mort cette nuit d'un SDF. Il s'agit de la 6e victime en un mois en région parisienne. L'homme, âgé de 55 ans, a été retrouvé sans vie sur un trottoir dans le 4e arrondissement de la capitale. En un an, selon l'association Emmaüs, 265 sans-abri sont morts dans la rue depuis le début de l'année. On se souvient qu'hier, le Premier ministre avait tenté de désamorcer la polémique sur l'hébergement forcé des plus démunis en affirmant qu'il n'était pas question de les obliger. Aujourd'hui, le président de la République est intervenu à son tour lors d'un déplacement. Un mot, on l'écoute. L'hébergement d'urgence, c'est pas la prison. Le Premier ministre a eu parfaitement raison de dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à rester dans un centre d'hébergement d'urgence s'il ne le veut pas. Donc ce que je propose, c'est que cette personne-là, on lui donne à manger un bon repas chaud. On lui propose de la soigner. On lui permet de prendre une douche ou un bain. On lui montre la chambre ou le lit qu'on lui propose. Si elle n'en veut pas, elle s'en va, elle reprend la rue. C'est le respect de la dignité de la personne, c'est le respect de l'autonomie de la personne, c'est le respect de la liberté. Et soyez donc vigilants, si vous êtes témoin d'une situation de danger pour un SDF, n'hésitez pas à appeler les différents services sociaux. Le président de la République, qui lors de son discours à Meaux, est également revenu sur la crise économique. Il a déclaré qu'il annoncerait le 4 décembre un vaste plan de relance, et cela au lendemain de l'annonce de la hausse du chômage qui a repassé la barre des 2 millions. Dans un instant, nous retrouverons Éric Heyer afin de s'interroger sur l'avenir après le krach boursier. Sommes-nous à la veille d'un krach social? Une chose est sûre, l'économie réelle souffre. Exemple ce soir, avec entre autres un sous-traitant automobile du groupe PSA direction Rennes. Reportage Éric Pinault et Michel Hiver. Si Fabien Marquis peut conduire sa fille à l'école aujourd'hui, c'est malheureusement parce qu'il ne travaille pas. Son entreprise, sous-traitante pour PSA à Rennes, l'a placé en chômage technique et annonce un plan de départ volontaire. À la maison, toute la famille redoute le licenciement. Effectivement, on y pense en permanence. Est-ce que je ferai partie de la charrette ou est-ce que j'en ferai pas partie? Quelles sont les meilleures solutions pour se replacer? C'est toujours très très dur. Il y a des choix draconiens à faire qui sont loin d'être évidents. La société des polymères de la Barre Thomas subit en cascade la baisse d'activité de PSA et les syndicats craignent déjà un plan social de 200 à 300 personnes. Irène Coupry est aussi salariée de la Barre Thomas. Elle espère éviter le pire, mais fait déjà ses comptes. Chômage partiel en octobre, novembre et décembre. La fin de l'année est difficile. Les factures tombent tout le temps et les charges sont toujours les mêmes, sont pas partielles. Donc c'est vrai qu'on a du mal à vivre quand même au quotidien avec une vie de famille, avec 3 enfants. Et c'est quand même assez difficile aujourd'hui. En fait, quand PSA va mal, c'est tout le bassin d'emploi de Rennes qui le ressent. 1 millier d'intérimaires, par exemple, n'ont pas été reconduits après l'été dernier. Alors pour continuer à travailler, ils doivent s'adapter. Cet agent, par exemple, est passé de l'automobile à l'agroalimentaire. Travailler 1 semaine, 2 semaines, et après rester 1 semaine sans rien faire. À la fin du mois, vous allez vous retrouver avec quoi? Rien. À Rennes et aux alentours, 30 000 personnes travaillent grâce à la présence de PSA. Certains de ces salariés pourraient encore venir gonfler les chiffres du chômage. 3 questions maintenant à l'économiste Éric Heyer. Bonsoir. On a envie de comprendre l'ampleur de ce qui nous attend sur le front de l'emploi. On n'a pas hésité à parler de krach financier à répétition. Est-ce que l'année 2009 s'annonce comme celle d'un krach social d'envergure tout d'abord? Oui, alors il faut rappeler que ce n'est pas que le krach financier qui est responsable de la situation actuelle. On a connu l'économie française, mais l'économie européenne et même américaine ont connu 3 chocs violents. Il y a eu un choc immobilier avec le retournement des prix de l'immobilier, un choc du pouvoir d'achat et ce choc financier. Donc effectivement,
On arrive à l'heure actuelle un peu au paroxysme de ce ralentissement, et donc ça se traduit par des fortes destructions d'emplois et donc une forte augmentation du chômage. Et cette augmentation du chômage devrait perdurer jusqu'au moins la fin de l'année 2009. Alors 45 000 chômeurs de plus ce mois-ci, concrètement, est-ce que l'on peut envisager des chiffres pour les mois à venir ou personne ne s'y risque ? Bon, on peut toujours s'y risquer. Alors, c'est toujours très compliqué de commenter un chiffre mensuel. Il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Ce que l'on voit, c'est que depuis 6 mois, le chômage augmente. Alors, augmente pas avec un rythme de 45 000 par mois, mais plutôt de 10 000 par mois. Et ce rythme devrait un petit peu légèrement s'accélérer aux alentours de 20 000 tous les mois jusqu'à la fin de l'année 2009. Et donc, le taux de chômage devrait prendre 1 point, augmenter de 1 point d'ici la fin de l'année 2009. Ça veut dire qu'il y aura à peu près 200 à 210 000 chômeurs en plus en 2009. Alors Éric Heyer, pour faire face à cette crise, le président de la République doit annoncer un important plan de soutien à l'économie le 4 décembre prochain. Pour nous aider, cela peut ressembler à quoi un plan de relance ? Alors un plan de relance, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit coordonné avec les autres pays européens, il faut qu'il soit assez massif. Et ça c'est difficile. Alors là, en ce moment. On parle de 1 point de PIB. Alors c'est assez difficile effectivement. Alors on parle quand même d'un montant d'un point de PIB. Alors il peut servir à quoi? Ça peut servir d'abord à aider des secteurs en difficulté. Alors, on pense au secteur de l'automobile ou de la construction, mais il faudrait qu'il aide surtout les ménages les plus modestes. Pourquoi? Parce que les ménages les plus modestes sont les ménages qui ont le taux d'épargne le plus faible, donc consomment le plus lorsque vous leur faites des cadeaux, et ils consomment localement. Et donc si vous augmentez les minima sociaux, si vous augmentez les allocations familiales, si vous augmentez les allocations chômage, vous pouvez être sûr que ce plan va être efficace très rapidement, et c'est bien d'un plan de relance efficace dont on a besoin, parce que l'autre instrument de relance, qui est l'instrument monétaire, à l'heure actuelle ne fonctionne pas du tout et est complètement inefficace. Affaire à suivre. Merci Éric Heyer. Un mot de politique après les déchirements du week-end dernier au Parti socialiste. C'est l'heure de l'apaisement. Manuel Valls a aujourd'hui expliqué que l'équipe royale souhaitait faire pleinement partie de la direction du parti. Ségolène Royal qui rencontrera une nouvelle fois demain Martine Aubry. Parlons maintenant de ces 300 tonnes de soja impropres à la consommation, du soja en provenance de Chine destiné à nourrir des volailles bio en France. Eh bien, les tests sur ce stock ont révélé la présence d'un taux de mélamine 50 fois supérieur à la normale. Explication, Florence Mavic. La filière bio se serait bien passée d'une telle publicité. Cette sciure brune, c'est du soja frelaté mélangé à de la mélamine. La mélamine est une substance toxique utilisée dans la fabrication de colle ou de plastique. Un exportateur de soja chinois peu scrupuleux lui a trouvé un autre avantage dans l'alimentation animale, aux grandes dames de la coopérative Terena qui a acheté la marchandise. En ajoutant la mélamine, quelque part, il enrichit artificiellement le taux de protéines du soja. Or, le prix est fixé en fonction de ce taux de protéines. Donc c'est une fraude caractérisée de la part du fournisseur. Avant que les analyses ne détectent la présence de la mélamine, la coopérative a livré 127 éleveurs bio des Pays de Loire. 1 millier de tonnes de soja frelaté a été consommé par les volailles. Les producteurs sont inquiets. Je me suis posé la question d'abord du bien-être de mes animaux, et puis surtout éventuellement de l'incidence que ça aurait pu avoir sur la santé humaine. Les autorités vétérinaires se veulent rassurantes. Contrairement à la dioxine, disent-elles, la mélamine ne s'accumulerait pas dans les organismes, elle est évacuée par l'urine. Mais il y a quelques mois, ce produit chimique s'est retrouvé au cœur d'un scandale sanitaire en Chine, justement. Découverte dans du lait en poudre pour bébés, elle a causé le décès de 4 nourrissons et en a intoxiqué plusieurs dizaines de milliers. À l'étranger, le bras de fer se poursuit en Thaïlande entre le gouvernement et les manifestants. Ceux-ci ont juré de lutter jusqu'à la mort si la police tentait de les déloger. Ils occupent, vous le savez, les 2 aéroports de la capitale depuis le milieu de la semaine. Les touristes, eux, se sont retrouvés, piégés, et une minorité seulement a commencé à quitter le pays via une base militaire. Pascal Golomer et Sylvain Guillaume sur place. Ils s'apprêtent à passer leur 4e nuit à l'aéroport et leurs slogans n'ont pas changé. Les manifestants réclament encore et toujours le départ du Premier ministre thaïlandais, qu'ils accusent de corruption. Pas de démission, pas de levée du blocus. Et les rumeurs d'intervention imminente de la police n'y changent rien. La raison pour laquelle je pense que nous allons gagner, c'est parce que l'armée, elle, est de notre côté.
Situation confuse. Et pendant ce temps, au centre-ville, des milliers de touristes ont donc passé une nouvelle journée de vacances forcée, sans trop s'éloigner de leur hôtel, juste au cas où. L'ambassade de France reçoit des familles inquiètes, mais pas seulement. Certains sont venus chercher le certificat pour prouver à leur employeur qu'ils ne peuvent quitter Bangkok. Oui, on le prend super bien. Ça pourrait être pire. Non, tout va bien. À la terrasse d'à côté, on se retrouve pour échanger ses impressions, pour se remonter le moral aussi. Entre compagnons d'infortune, plus ou moins désarmés face à l'annulation des vols. L'assurance me renvoie vers la compagnie me renvoie vers l'assurance et ainsi de suite. Et là, personnellement, je ne sais plus quoi faire actuellement. Une prolongation de séjour imprévue qui pèse aussi sur le budget. On va essayer d'être aidé par le TAT, l'Office du tourisme d'ici, je crois, et qui nous propose 2000 bahts par jour de dédommagement pour payer les hôtels et tout. Mais je crois qu'il va falloir se battre parce qu'ils ne répondent même pas au téléphone. Ni les touristes, ni ces milliers de manifestants ne savent ce soir combien de temps encore durera le blocus de l'aéroport. Le gouvernement promet un retour à la normale d'ici à la fin du week-end, une promesse qui paraît de plus en plus difficile à tenir. La crise économique ne touche pas les millionnaires russes. La preuve, un salon du paraître leur est destiné ce week-end à Moscou. Et pour dépenser, ils n'ont que l'embarras du choix. Sur place, Laurent Boussier. À peine 2 petits millions d'euros pour ce yacht de 18 mètres, la bagatelle de 300 000 pour s'offrir cette Cadillac. À la fête des millionnaires, si le bon goût n'est pas toujours de circonstance, les prix, eux, donnent toujours le vertige. C'est d'ailleurs le but, montrer que malgré la crise, le marché du grand luxe se porte bien. Ce marché du luxe reste très fort. Mais que peut-il se passer dans 3 ou 4 mois? Personne ne le sait. Si tout va bien, alors notre marché du luxe ira bien. L'humeur des 136 000 millionnaires russes est donc au beau fixe et de toute façon ici on n'est pas là pour économiser sur les diamants. Alors, pour ceux qui ont déjà tout, voitures, hélicoptères, avions, l'ultra luxe, c'est de faire venir dans sa dacha des vedettes du showbiz américain. Succès garanti auprès des copains avec évidemment les meilleurs cigares, les alcools les plus chers, les tenues les plus kitsch. Bref, rien n'est trop beau et pourtant, certains tirent la sonnette d'alarme. Je pense que nous sommes au début d'une profonde récession. En attendant, la fête des millionnaires bat son plein. Pendant encore 2 jours, elle va faire rêver des milliers de moscovites qui n'achèteront jamais ces produits de luxe, mais qui au moins pourront les voir de près. Elle revient sur scène dès le 8 décembre à l'Olympia à Paris. Avant une tournée, parallèlement sort l'intégrale de son œuvre. Véronique Sanson revient pour un tour de chant à la rencontre de son public fidèle. Même si elle a chanté qu'elle n'avait besoin de personne, la vérité est bien sûr plus complexe. Avant de retrouver Véronique Sanson sur ce plateau, musique avec Marie-Pierre Samitier. Besoin de personne pour la présenter. C'est vrai, elle a vraiment besoin de personne, car elle a beaucoup de talent. Elle est ravissante, elle s'appelle Véronique Sanson, je vous laisse tout seul avec elle. Je n'ai eu besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on le rêve. En 1972, la France découvre Véronique Sanson. Elle a 23 ans. Le public entend alors une voix particulière, une voix dont l'écho surpasse son talent de pianiste. C'est Michel Berger, comme elle, pianiste, auteur, compositeur, qui produit ce disque. Après leur histoire d'amour, elle enchaîne les tournées puis rencontre l'Américain Stephen Stills. Elle l'épouse et part avec lui en 1973 aux États-Unis. Elle en revient 10 ans plus tard divorcée, mais maîtrisant la scène qu'elle partage avec son fils Christopher Stills. De là vient sa musique, pop, folk, néo-américaine, sur des paroles qui racontent le blues de la vie. En 1989, l'actualité la bouscule avec la chanson Allah. Menacée de mort par les islamistes, Véronique Sanson retire le titre de son spectacle de l'Olympia. Ma chanson, je l'ai écrite comme une supplique et comme une prière, mais vraiment comme une prière et pas du tout comme une insulte. Il y a ensuite ce concert aux Francopholies de La Rochelle en 1994. Alain
Alain Chamfort, Marc Lavoine et bien d'autres lui rendent hommage à elle, l'auteur-compositeur féminin la plus populaire de la chanson française. L'année d'après, elle épouse Pierre Palmade, dont elle divorcera en 2004. Aujourd'hui, l'intégrale qui paraît égrène en musique ses bonheurs et ses tourments. Face à son destin d'artiste, elle revendique un message des années 70, celle de sa jeunesse, Peace and Love. Aimez-vous les uns les autres. Quand j'aurais mis 20 ans à voir que tout était mirage, je vous tire ma révérence, ma révérence. Bonsoir Véronique Sanson. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bien, Besoin de merci. personne, on a toujours besoin de quelqu'un tout de même. Toujours. Toujours. Et de son Toujours. public, bien sûr. Bah, surtout, oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus rigolo. C'est très gratifiant, hein. Franchement, ça fait drôle de se voir les revoir, images. de voir Oui. les images de quand j'étais petite. Alors d'abord, rassurez-nous. Comment va votre poignet? Parce que pour une pianiste qui va aller sur scène à l'Olympia le 8 décembre et son public l'attend, j'imagine qu'il y a un producteur et un assureur qui qui sont inquiets aussi. Mais avec moi, il faut pas être inquiet, parce que même morte, à moins d'être morte, j'annule jamais rien. Même il m'est arrivé Donc des vous serez là le trucs, 8 d'avoir les décembre. mains pleines de sang, j'arrête pas. Mais là, je fais beaucoup de rééducation, j'ai le poignet cassé avec des bouts de fer dedans. Mhm. Et donc je passe mes journées en rééducation. Et puis c'est les 2 côtes cassées aussi. Bon, ça ira pour le 8 tiens à décembre. signaler. Bon, demain je recevrai Alain Souchon. Je crois que vous êtes amis, copains. Oh, oui, vraiment. on ne se voit pas beaucoup, mais enfin, on a fait une tournée ensemble qui s'appelait Chacun mon tour, et j'ai passé des moments extraordinaires avec lui. Le mot qui vous va bien à tous les deux, c'est indémodable. C'est ça en fait. Votre musique, elle est indémodable. Vous n'avez pas toujours cherché à suivre les modes. Ah non. Vous êtes resté vous-même. Mais je crois que c'est vrai, c'est intemporel, parce qu'on n'a jamais, on s'est jamais collé quand c'était l'époque du disco, on n'a pas fait de disco, on a fait nos trucs, et sans être forcément dire que c'était pas bien, hein, mais on n'a pas copié rien du tout, on est resté nous-mêmes. Enfin, moi et lui, ce que j'entends en tout cas, il est resté bien lui-même. Alors vous sortez une anthologie, c'est toujours un mot un peu effrayant, une anthologie. Oui, c'est une intégrale, une anthologie, on dirait que je vais mourir. Ah ou oui, quelque c'est ça, chose non, comme ça. mais il y a plein de belles choses. Non, c'est vrai, en fait, ça a commencé par une petite récapitulation de ce que j'avais fait. Vraiment, moi, on a fait ça avec un garçon qui s'appelle Yann Morvan, et qui a été chercher des trucs invraisemblables, des chansons de quand j'avais vraiment 15 ans carrément, qui sont piano-voix, et il me faisait écouter, et même moi je disais mais qui c'est? Mais c'est toi. C'est vous. Donc il y a des petits moments, il y a des vidéos, beaucoup de vidéos qui marquent l'évolution de ma musique, des arrangements et du physique aussi, bien sûr. Donc c'est chouette, quoi. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas, justement. Non. J'ai lu que la pire des choses pour vous, c'est l'ennui. C'est ça? C'est la pire des choses, l'ennui. Ah, c'est pas rigolo, quoi. Mais finalement, je m'ennuie jamais, même quand je fais rien. Je m'ennuie pas. J'adore ne rien faire, par exemple. Ne pas être pressé. Je hais les contraintes. Je déteste les horaires. Je déteste. Donc ça va. Mais ça va. Vous êtes en forme avec ce poignet pour attaquer l'Olympia dès le 10 décembre. Écoutez, ouais. Je le ferai. En tout cas, ils seront là, tous les gens qui vous aiment et qui vous attendent sur scène dans quelques jours. Et puis l'anthologie à découvrir, bien évidemment, dans les bons magasins, comme on dit. Merci beaucoup, Véronique Sanson. Merci d'être venue. Comme chaque vendredi, nous faisons le point en images sur les 7 derniers jours de course du Vendée Globe, avec un 5e abandon cette semaine et les écarts qui se resserrent en tête. Le point avec Christophe Duchiron. En partant des Sables d'Olonne et en toute logique, quand on gagne le sud, c'est qu'on perd le nord. Alors un petit coup pour le skipper. Pour fêter le passage de l'équateur, en hommage à Neptuné à Éole, Allez, chaud. on a beaucoup bu cette semaine sur le Vendée Globe. Ouais. Remarquez, dans l'hémisphère sud, ça arrose sévère aussi et pas seulement au champagne. Cette semaine, parfois, le vent a montré ses dents et la mer ses muscles. Oh putain, t'aurais dû prendre un parapluie.
Au large des côtes brésiliennes, une leçon d'hygiène de vie avec Armel Lecléache. Un marin qui se passe un savon, c'est toujours spectaculaire. Surtout au rinçage. En vidéo, on les voit rarement dans le feu de l'action. Indispensable, la musique. Et plus souvent dans l'exercice du relâchement et de la pitrerie. On fait une pause, les gars. Les gars, on fait une pause. Et pourtant, en tête de la flotte, la bataille fait rage sur l'eau et dans les crânes des skippers, à cause du gros anticyclone de Sainte-Hélène qui leur barre la route. A priori, la tendance est plutôt de passer dans l'ouest, mais des petits malins vont essayer d'aller tout droit. Est-ce que nous en ferons partie? Tout là est le mystère. Cet après-midi, et tout droit, Josse menait de 3 fois rien devant Perron et Lecléache, le tout dans un mouchoir de marin. À part ça, loin des turpitudes du devant, Jean-Baptiste de Gentil, lanterne rouge du Vendée Globe, file à son rythme, avec un oiseau à son train, et le soleil qui se couche en témoin. Et bon vent à lui. Un anniversaire maintenant, il est sans doute l'un des plus grands penseurs français vivants. Claude Lévi-Strauss a eu 100 ans aujourd'hui. Et pour rendre hommage à cet anthropologue qui siège à l'Académie française depuis 1973, plusieurs manifestations étaient organisées aujourd'hui, notamment au musée du Quai Branly, où sont exposées de nombreuses pièces collectées tout au long de la vie de l'ethnologue écrivain. Daniel Wolfrom, Régis Maté. Enchantés de leur séjour, ils repartirent avec des transistors. Il est rare d'entendre des textes lus dans un musée, et encore plus insolite s'il s'agit d'un auteur vivant. Les savanes et les forêts du Brésil. Claude Lévi-Strauss a 100 ans. S'il ne sort plus guère, encore moins en public, sa pensée, elle, reste bien vivante. Lui, ça a toujours été un homme de la terre ferme, de l'ici-bas. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait, c'était comment les gens vivent, s'organisent, qu'est-ce qu'ils mangent, pourquoi leurs mythes parlent de telle et telle chose, pourquoi une société est découpée en 2 moitiés, mais aussi en 3 castes. Bien présent également au musée du Quai Branly, les objets qu'il a rassemblés au long de sa vie. Tout a commencé donc pour lui, ici, en Amazonie, en 1935. Il a 27 ans. Son travail d'ethnologue le mène parmi ceux qui restent des tribus indiennes. Il en tirera 20 ans plus tard Triste Tropique. Ce best-seller fera le tour du monde. Plus tard viendront ses écrits, multiples, théoriques, mais aussi philosophiques. Il y a 25 ans déjà, Claude Lévi-Strauss, écologiste avant l'heure. Nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. Aux générations présentes et futures de préserver la planète, c'est le message toujours actuel de Claude Lévi-Strauss pour que le monde continue à vivre dans toute sa diversité. Voilà, avant de refermer ce journal, je rappelle l'un des principaux titres, 155 morts et près de 400 blessés. C'est le dernier bilan ce soir des attaques terroristes à Bombay. Parmi les victimes, un couple de Français qui étaient les fondateurs de la marque Princesse Tam Tam. Les autorités indiennes ciblent la filière islamiste pakistanaise. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo avec Nathalie Riouet, suivi du Point Route, Valérie Maurice, 20h50, votre série policière PJ. Je vous retrouverai demain à 13h et puis n'oubliez pas, 13h15, le magazine. Excellente soirée à tous, merci de votre attention et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.